Bienvenue sur Jazz Polémique, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on a pas mal de choses à voir. Il s'est passé énormément de choses cette semaine et le fil rouge, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça a été encore plus qu'auparavant, ça a été la torsion du réel. La classe médiatico-politique a distribué les bons points selon si certains discours les arrangeaient ou pas, ils ont tordu le réel. Voilà, c'était un peu un tour de force, donc on va voir ça au travers de 3 cas distincts. Le cas Fabrice Divisio, le cas du meilleur des meilleurs, Meyer Habib, et on va finir par Jean Messia. Autant dire que ça va être gratiné, salé, mais c'est ça qui est bon, ouais. Donc je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, et on y va, c'est parti pour le premier extrait qui va concerner Abdelali Mamoun, l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Alors je traite un peu cette affaire dans une autre vidéo parce qu'il a été convoqué chez TPMP, le commissariat TPMP. Mais c'est intéressant de voir qu'en début de semaine, c'est lui qui a commencé le bal en remettant en cause ou en tout cas demandant des détails sur ce chiffre de 1200 actes d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Pas les seules victimes aujourd'hui, et c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit, ce sont les actes antisémites qui prennent les juifs pour cible, qui explosent. Il y a 1240 actes qui ont été dénombrés par le ministère de l'Intérieur. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile, pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, les chiffres non, sont je ne dis pas gonflés ou qu'ils sont faux, pas... mais elles ne sont pas dévoilées, ils ne sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Voilà, bon, depuis, il a été convoqué chez TPMP, il s'est excusé platement sur tout ce qu'il avait dit, alors que sa demande, elle n'est pas extraordinaire. Mais on a Apolline de Malherbe, que je trouve en plus personnellement particulièrement antipathique. Et je ne comprends pas pourquoi les personnes de son profil, du profil de Abdelali Mamoun, c'est-à-dire qui peuvent défendre ou l'islam ou les quartiers populaires, continuent à aller dans ce genre d'émission. Ils savent qu'ils vont juste récolter une chose, c'est se faire découper en rondelles. Donc je ne comprends pas trop. En tout cas, ça a été le premier à émettre une critique par rapport à ces chiffres. Et puis on a eu ensuite Fabrice Divisio qui s'est inséré dans cette faille pour lui invoquer le droit. Il dit quelque part que Gérald Darmanin n'a pas le droit de dire que ce sont 1200 actes antisémites tant que la justice ne l'a pas acté. C'est une condamnation qui peut définir le caractère antisémite d'un acte et pas juste une plainte. Voilà, on l'écoute. Je reviens un instant sur Gérald Darmanin et ses chiffres pour vous démontrer encore qu'il y a bien une manipulation de ces derniers. Ainsi, il s'agit donc de considérer qu'il y a une augmentation des actes antisémites. Je comprends. Simplement, il y a plusieurs problèmes. Un, qui décide de ce qu'est un acte antisémite? Qui le décide? La victime? La police? Le parquet? Le ministre? L'opinion publique? Les communautés religieuses? En réalité, je pense qu'il sait plus ou moins, mais il veut mettre les gens sur la piste. Donc moi, je suis allé voir sur le site du gouvernement, enfin le site du ministère de l'Intérieur, et il y a ce petit paragraphe. Ça concerne les atteintes à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, etc. etc. D'où sortent ce chiffre de 1200 actes. Ainsi, le SCRT, sont les renseignements territoriaux, prend en compte des données fournies par les services de police et de gendarmerie, croisées avec les signalements transmis, par exemple, par le service de protection de la communauté juive ou le Conseil français du culte musulman. Seuls les faits ayant donné lieu à un dépôt de plainte ou à une intervention des forces de l'ordre suivies d'un constat sont intégrés dans les statistiques. Donc, première chose, c'est que pour définir le côté antisémite ou islamophobe de certains actes, le ministère de l'Intérieur, dans ses chiffres, ne va pas
prendre les chiffres de la justice et prendre les condamnations, mais il va prendre dans un premier temps les faits ayant donné lieu à un dépôt de plainte et à une intervention des forces de l'ordre, et il va croiser ça avec les chiffres, par exemple pour le cas en l'occurrence du SPCJ. Et le SPCJ, c'est le service de protection de la communauté juive. C'est un organisme créé et sponsorisé par le CRIF. Il s'est donné comme mission notamment de recenser les actes antisémites en France. Il travaille en collaboration avec les services de police, notamment le décompte des actes antisémites. Donc, quelque part, c'est un organisme privé qui va donner le caractère antisémite des actes qui sont recensés par le ministère de l'Intérieur. Ils ne vont pas prendre les condamnations définitives, mais ils vont plutôt prendre les chiffres, on va dire, de certains organismes privés comme le SPCJ ou le CFCM. Et ça porte... Ça, c'est un gros problème. Et deuxièmement, il va dire quoi à 3 minutes? Hop. Mais j'ai 400 condamnations pour actes antisémites ou racistes. En première instance, c'est dit, j'en ai 400. Mais quel est le sort de ces 511? Imaginons que dans ces 511, eh bien, personne ne soit condamné, parce que le caractère antisémite ne sera pas reconnu. Est-ce que ce seront encore des actes antisémites? Et j'ajoute, avec cette dame qui a donc déclaré que c'est un acte antisémite, elle avait peur, je comprends. Simplement, on s'aperçoit que c'est une automutilation, peut-être. Je ne sais pas ce que l'enquête démontrera, je l'ignore. Mais est-ce que d'emblée, alors que la police doute du caractère antisémite, il est permis pour l'opinion publique et les médias de venir qualifier cet acte d'antisémite? La réponse est non. Voilà, donc pour ces phrases-là, il a été convoqué, pas chez TPMP, puisque je ne sais pas s'il va y repasser, mais en tout cas chez Morandini. Voilà, parce que tu es convoqué dans le groupe Canal ou chez BFM si tu as un discours qui ne nous plaît pas quelque part. Voilà, et quand je dis nous, c'est la classe médiatico-politique. Et en face de lui, comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos, on a maintenant la doxa qui est représentée d'un côté par le sionisme et de l'autre côté par l'extrême droite. On a Franck Tapiro et Julien Audoul qui, il y a encore 15 ans, se seraient écharpés sur un plateau télé, mais qui aujourd'hui sont main dans la main et qui jouent... ils font un double quelque part, hein. Vous allez retrouver cette configuration dans pas mal de plateaux télé, donc habituez-vous, vous allez avoir d'un côté certains sionistes ou pro-sionistes, et de l'autre côté des personnes de droite ou droite dure ou extrême droite. Ils vont se faire un double avec une personne qui est ou pro-palestinienne ou bien qui va défendre les quartiers populaires, etc. Ils vont jouer un double, ça veut dire chacun leur tour, ils vont raconter ce qu'ils ont envie de raconter sur cette personne-là. Et donc là, on a Franck Tapiro qui va déclarer ça sur... L'antivax, je lance cette semaine le premier vaccin contre l'antisémitisme qui s'appelle Antisémitox. Je vous invite évidemment à dire que ce vaccin ne marche pas, puisque comme vous y êtes habitué, je vous enverrai une dose gratuite. Juste une phrase, s'il vous plaît, Fabrice. Vous allez être vacciné, vous allez voir ravi. Vous avez entendu ce qu'il dit à la fin? Je vais vous envoyer une dose gratuite, monsieur. Vous allez être vacciné et vous allez l'avoir à vie. Est-ce qu'on peut prendre ça comme des menaces? Dites-moi en commentaire, est-ce que ce sont des menaces? Si tu dis à quelqu'un, je vais t'envoyer un vaccin gratuitement et tu vas être vacciné à vie. Et on a aussi Julien Audoul qui va déclarer ceci. Oui, à entendre M. Divisio, on a l'impression, et on peut le penser, que vous allez et que vous avez envie de récupérer le créneau de Dieudonné. Voilà. Avec cet humour clairement antisémite, nauséabond. Et ce qui est gravissime, au-delà du comique, parce que là vous faites rire, mais derrière il y a des conséquences, c'est que Monsieur Divisio, vous êtes suivi. Malheureusement, vous êtes écouté, vous avez une audience. Et il y a 3 choses gravissimes dans votre propos. La première, c'est le relativisme et c'est le négationnisme des actes antisémites qui sont une réalité. Il y a un climat de haine anti-juive en France. C'est une réalité bien avant le 7 octobre. Vous voyez le ton qu'il prend, moralisateur, donneur de leçons. Ils ont été à bonne école, ces gens-là. Parce qu'il y a encore peut-être 20 ans, 15-20 ans, à la place de Julien Audoul, il y avait un membre du PS, du Parti Socialiste, et à la place de Divisio, il y avait un membre du Front National ou autre, ou affilié. Et tu avais les membres du PS qui donnaient des leçons
la gauche traître, quoi. Moi, ce que j'appelle la gauche traître, hein, qui s'est gavée, qui a fait son beurre sur la souffrance des quartiers populaires et qui, en réalité, une fois au pouvoir, a fait totalement le contraire. Mais bon, c'était à prévoir. Et aujourd'hui, on a un Rassemblement national qui prend la place du PS de l'époque et qui va jouer sur la souffrance de certains Français et qui va diriger cette souffrance sur les quartiers populaires, sur l'islam, sur l'immigration, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème ni avec les quartiers populaires, ni avec l'immigration ou autre. C'est pas ça que je dis. Je dis que ce n'est pas le premier problème de la France. Et eux, en tout cas, le Rassemblement national, fait croire à toutes ces ouailles que c'est le premier problème et que sans ça, ils seront débarrassés de tous leurs ennuis. Et ils jouent avec la souffrance des gens comme l'a fait le PS. Et puis, de toute façon, tous ces gens-là, ils le verront dans peut-être 10, 20 ans qu'on les a pris pour des imbéciles. Mais je voulais relever ça, de dire que maintenant, c'est le Rassemblement national à la place du PS et ils se font un malin plaisir de reprendre exactement le même ton pour faire la morale et propager leur propagande. Voilà. Et ensuite, c'est où qui m'a fait réagir? C'est là, à peu près. Nauséabond. Et puis le dernier élément qui reflète votre vraie pensée, c'est toujours l'amalgame que vous faites entre nos compatriotes de confession musulmane et les islamistes. On ne parle pas de la communauté musulmane. Aujourd'hui, ceux qui s'attaquent aux juifs, ceux qui constituent une menace pour nos compatriotes de confession juive, ce sont les islamistes. Voilà. Et il faut savoir les désigner, les stigmatiser. Ça ne concerne pas l'immense majorité des Français de confession musulmane qui sont dans la paix, qui respectent nos lois, qui respectent notre vivre en France. Ok, je vous le dis, le Rassemblement national et tous ces gens-là, quand ils parlent d'islamisme, d'intégrisme, etc., en réalité, ils parlent de musulmans, ils parlent d'islam. Ils ne font aucune distinction entre tel ou tel musulman, pas du tout. Et je vais vous le montrer, parce que là, on a Julien Audoul qui nous dit que la plupart des musulmans, pour lui normaux, selon son échelle de valeur, ils respectent les lois, ils sont intégrés, ils veulent vivre en France tranquillement, etc. Et que, en fait, c'est les méchants islamistes qui saccagent la France, en bref. Mais sauf que Julien Audoul, il a fait sa carrière et il a commencé à être médiatisé à partir de quand? À partir du moment où il a expulsé une femme voilée qui était en sortie scolaire et qui a accompagné une classe en sortie scolaire et qui venait visiter, ou en tout cas venir assister à un conseil régional. Et Julien Audoul s'est levé pour en tout cas ordonner à cette femme voilée, en tout cas cette mère voilée, de quitter la pièce, alors qu'elle était dans son droit et qu'elle respectait la loi. Donc pour lui, Julien Audoul, les musulmans qui respectent la loi, même s'ils respectent la loi, pour eux, ce sont des islamistes. Parce que cette femme respectait la loi. Donc de quel droit il a voulu la sortir de cet endroit? Twitter, la vidéo a été vue près de 3 millions de fois. Vendredi, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Audoul, élu RN, prend à partie une femme voilée qui accompagne des enfants lors d'une sortie scolaire. Il demande à ce que son voile soit retiré. La polémique est lancée sur... Voilà. Donc quand il te parle, soi-disant qu'il y aurait les islamistes d'un côté et les musulmans bien intégrés de l'autre, quand il en a une face à lui, et il a été connu par rapport à ça, qui est intégrée, puisqu'elle accompagne des enfants dans l'école de la République, elle les accompagne à visiter, ou en tout cas assister à un conseil régional. Tu ne peux pas faire plus républicain, plus intégré que ça. Malgré tout ça, il lui demande ou d'enlever son voile ou de quitter les lieux. Parce qu'en réalité, c'est l'islam qui lui pose problème. Voilà. Et pour finir, on a Jérôme Dubus qui est pris dans son élan. Il me semble qu'il fait partie de Renaissance, il me semble. Mais pris dans l'élan de Tapiro et de Audoul, il y va, mais il est allé un peu trop loin et c'est la cata. Alors ceci d'une part. D'autre part, cet avocat a une exigence, bien sûr, le bon sens, machin, je ne suis pas d'accord, mais une exigence de transparence, il n'y a pas de raison de le lyncher. Comme on a lynché aussi l'imam. Une exigence alors, on viendra sur l'imam tout à l'heure. On mélange pas tout. Juste lyncher lui-même. Je vous laisse savoir Fabrice Division pour conclure. Une phrase pour conclure, Fabrice. Ça vient, monsieur Dubus, de mentir. Vous avez dit qu'effectivement, vous avez eu accès aux mains courantes, déposées à la police. Oui. C'est ça? Oui.
Ah, c'est pas possible, monsieur, elles sont confidentielles, les mains courantes. Pas du tout. Mais pas du tout. Ah, monsieur, pardonnez-moi, j'ai le texte sous les yeux. Alors, on va pas faire un débat. Mais tout le monde ment, monsieur Division. On a compris. Tout le monde ment. Il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de haine des Juifs. Vous savez, quand vous étiez à l'anti... Voilà, donc on a Jérôme Dubus qui, pris dans son élan, a déclaré que lui, il a pu voir toutes les mains courantes, etc. Et que d'ailleurs, elles sont publiques, tout le monde peut aller les voir. Et même moi, en tant que... Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, loin de là, mais ça me semble bizarre. Ça voudrait dire que vous ou moi, on peut aller au commissariat du coin, demander à ce que toutes les mains courantes qui ont eu lieu dans le mois, dans notre secteur, on vous les fournisse, et puis vous pouvez voir que votre voisin, il a déposé une main courante contre sa voisine, et que telle personne a déposé une main courante contre telle personne pour les faits, etc. Donc tu peux savoir la vie de tout le monde, la vie judiciaire de tout le monde, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, Jérôme Dubus, apparemment, il est avocat. J'espère ne pas être défendu par... ne pas avoir à être défendu par ce monsieur. Voilà. On passe au meilleur des meilleurs, Meyer Habib, qui nous a fait une prestation absolument incroyable à la sortie de... c'est à la sortie de quoi? Il a visionné des images de l'attaque du 7 octobre, en tout cas des conséquences. Et voilà, il y a trop d'émotions. Je veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mes frères, les enfants, les femmes. Les chiens, c'est des barbares. Ils ont égorgé. Écoutez les paroles de la Marseillaise, c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à quand? Il y a un seul État juif. Un État de trop. Je n'arrive pas. Ils font du mal. Enfin, déjà, ils jouent mal. Peut-être qu'il est vraiment bouleversé et autres, mais il joue extrêmement mal. Et puis, ils font du mal à la communauté juive, quoi. Ils font du mal, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais il faut le dire qu'il y a beaucoup de juifs, je pense, qui ne se sentent pas représentés par ces gens-là. Au même titre que, je sais pas, les chrétiens ne se sentent pas représentés par le Rassemblement national, ou les musulmans ne se sentent pas représentés par Charles Goumi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle pour les autres députés? Je veux pas qu'ils voient mes larmes. Je dis que je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance, avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il dit « mais tuez-moi ». Il a vu son père et sa mère tuer. Il a dit « tuez-moi ». Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un Coca Zéro. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des mèmes sur ça, le truc du Coca Zéro. J'espère en tout cas que ce qu'il est en train de dire, c'est faux. J'espère qu'il n'y a pas eu d'enfant qui a eu à subir ça, clairement, ou de famille ou autre. J'espère que c'est faux. Mais il fait du mal, quoi. Il est nul. Voilà, on va faire simple, il est nul. Et il joue sur l'émotion au lieu de raconter juste ce qui s'est passé exactement, voilà, parce que l'argument qui est donné par beaucoup de sionistes, c'est de dire que les images, elles sont insoutenables, alors on ne peut pas les montrer. Mais au moins, décrivez-les alors. Décrivez-les point par point. Voilà. Mais ça, là, c'est pas ce qui est fait. Là, c'est une prestation d'un acteur qui essaye de jouer sur l'émotion des gens, alors que là, on a besoin de faits tangibles, de faits réels. Voilà. Et surtout, ça ne marche pas quand tu sais qui est Meyer Habib. Meyer Habib, faut pas oublier que c'est un soutien inconditionnel au parti de Benyamin Netanyahou. Et surtout, c'est un député français. Comment c'est possible? Est-ce qu'on aurait accepté, par exemple, qu'un député français, je sais pas moi, de la France Insoumise ou même du PS, même si ça n'existe plus, ou du PCF ou autre, il soit proche, extrêmement proche, voire qu'il fasse partie, qu'il soit interprète d'un gouvernement étranger. Écoutez. Mes chers amis, nous n'avons pas encore gagné. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide pour qu'on fasse des choses extraordinaires comme on a fait pour le Golan. C'est la déclaration du président. Pour la paix de Jérusalem.
pour les droits des Français, pour la sécurité, pour l'avenir d'Eretz Israël et de Medinat Israël. בואו להצביע. מחל, מחל. tout le monde. Venez voter demain. Massivement. Mahal, mahal. Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous voyez, il est mauvais, quoi. Il est mauvais, il fait du mal, il fait du mal, il fait du mal. Et oui, c'est un député français, Meir Habib. Mais écoutez qui il est au fond de lui. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Nous avons rêvé pendant 2000 ans pour revenir pour cette terre. Donc l'État vous appartient. L'État appartient à l'État d'Israël et à l'ensemble du peuple juif. Oui, pendant 2000 ans, les Juifs ont dit l'an prochain Jérusalem. Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, c'était un marécage, Jérusalem était déjà la capitale du peuple juif. Je voudrais... Voilà, il est où l'alliance entre sionistes et extrême droite, c'est que d'un côté, tu as des patriotes identitaires pour qui l'histoire de France est au-dessus de tout, d'accord? Donc quand il y a un sioniste comme Meir Habib qui va insulter l'histoire française en disant que Lutèce, c'est-à-dire la capitale de la Gaule, hein, il me semble, hein. Oui, c'est ça, c'était la capitale de la Gaule, était un marécage, c'est-à-dire de la boue, hein, de la gadoue, rien du tout. Eh ben, Jérusalem était déjà aux Juifs, c'est-à-dire qu'il se place au-dessus des fondements de la France, quelque part. Hein. Ça pose de problème à personne, ça pose de problème à aucun identitaire, rien du tout. Hein. On peut pas dire un mot. Mais parce que vous êtes un juif ne peut pas être un colon judé. Un juif. Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. Vous entendez? C'est pour ça qu'il est aussi virulent, parce que dans son logiciel à lui, en réalité, cette terre lui appartient depuis des millénaires. Et donc, les Palestiniens, pour lui, ce sont eux les colons. Donc lui, c'est lui la résistance. C'est Israël la résistance, c'est lui la résistance. C'est pour ça qu'il est autant... il se sent porté par, quelque part, une justice, la justice divine. Et pour finir sur ce personnage... Un juif ne sera jamais un colon en Judée. Un Français peut être colon en Algérie, au Togo, un Britannique en Rhodésie, mais un juif ne sera jamais un colon en Judée. Et Jérusalem, la capitale du peuple juif, alors que notre capitale, Lutèce, était encore un demi-marécage, était déjà la capitale du peuple juif. Vous voyez, il continue à le dire. Hein. Ça, c'était le premier extrait, il était il y a plus de 10 ans. Et celui-ci, c'est il y a quelques jours. Hein. Il continue à dire que la capitale de la Gaule était un marécage pendant que le peuple juif, lui, il était au-dessus de tout. Donc il se place au-dessus, il fait une hiérarchie un peu, une hiérarchie des peuples. Mais pour les identitaires, je le dis encore, ça pose aucun problème. Hein. Là, ça ne pose absolument aucun problème de comparer la capitale, c'est-à-dire le fondement, un des fondements de la France ou de l'histoire de France, à un marécage, hein, pendant que eux, ils étaient déjà civilisés ou autres. Ça ne pose problème à aucun identitaire. Ou en tout cas, aucun identitaire ne le dira en public. C'est la réalité. Voilà, la formule ici dite et répétée. On voit ici, on est à des années-lumière, à certaines illusions. Qu'on soit d'accord ou non avec Meir Habib, n'est-ce pas, qu'on brandit en Europe de l'Ouest, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Eh bien écoutez, un député d'un grand parti républicain qui est dans un état de droit, qui doit prôner le droit international, et qui prône ces choses-là, se déshonore. Israël le conteste. Il n'est pas le seul. Absolument. Le président Herzog, sur notre antenne... Monsieur Meir Habib appartient aux Républicains, me semble-t-il. Hein, c'est bien ça. Il est député républicain. Ici, on est en démocratie. Le socle de la démocratie, c'est l'état de droit. C'est le respect du droit international. Oui, tout à fait. Et là, il nous explique qu'ils ont un droit absolument immémorial, simplement parce qu'ils sont juifs, parce que Dieu leur a donné... Non, mais attendez, c'est un scandale. Voilà, donc il y a des personnes qui rêvent de la guerre sur les plateaux télé, les présentateurs, les éditorialistes, etc. Ils en rêvent de la guerre. Et tu as ceux qui l'ont faite, la guerre, à tort ou à raison, comme cet ex-général, et c'est pas le seul ex-militaire ou militaire qui met en garde par rapport à les déclarations que peut faire Meir Habib ou d'autres politiciens.
en disant que c'est irresponsable de faire de telles déclarations. Donc comme je vous l'ai dit, il y a ceux qui rêvent de la guerre et ceux qui l'ont faite. Et ceux qui l'ont faite sont beaucoup plus prudents alors qu'ils savent de quoi ils parlent plutôt que ceux qui en rêvent. Voilà. Et pour finir, on a Jean Messia qui a été invité sur le plateau de TPMP. Et comme d'habitude sur TPMP, on fait du lavage, du nettoyage en communication. Nettoyage, programme à 95 degrés. Jean Messia qui est poursuivi, ou en tout cas il y a une plainte contre lui pour la cagnotte. Alors vous vous rappelez de l'affaire Naël, Jean Messia qui crée une cagnotte qui a atteint 1,6 million d'euros en faveur du policier. Et la famille de Naël, en tout cas ses proches ou sa mère, ont porté plainte contre Jean Messia pour... alors c'est association... il va le dire dans l'extrait vidéo, mais en tout cas, il me semble que c'est en bande organisée. C'est escroquerie en bande organisée, exactement. Voilà, par rapport à cette cagnotte. Et donc, il est invité chez TPMP pour un peu nettoyer la sauce. Et pour ce faire, il met en face de l'affaire Naël et la plainte qui est contre lui, ils vont mettre quoi? L'affaire du jeune qui a traîné un policier sur plus de 20 mètres lors d'un contrôle de police. Voilà. Donc, dans un premier temps, on fait appel à l'émotion. Écoutez. Voilà, je vais vous lire un petit truc qu'il m'a envoyé, comme ça c'est fait. Alors, on va accélérer, désolé, mais c'est J'ai chiant. des séquelles physiques et surtout psychologiques. Je suis resté inconscient presque 1 minute au sol. Mes collègues m'ont cru mort, avec le sang qui coulait abondamment de ma tête. Un récent IRM a mis en évidence que mon cerveau avait subi un traumatisme très important. Des cellules de mon cerveau en surface sont dites mortes. Le plus dur étant le blackout que j'ai eu, donc je ne me souviens de rien, mis à part quelques brides. Demander au conducteur de couper le contact, puis me voir accroché au montant de la portière, aurait pu me coûter la vie. Donc cela me reste en tête. Désolé, je vais avancer un petit peu, mais voilà, on fait appel à toutes les émotions. Cela m'inquiète pour la continuité de ma carrière et de celle de mes collègues policiers. Et notre investissement dans le métier, nous tous confrontés à une violence en constante augmentation, ainsi qu'aux messages envoyés aux délinquants avec ce type de réponse pénale. Bravo. Bravo à lui. Très très fort. Voilà, donc on applaudit, c'est une séquence émotion, etc. Je ne nie pas la souffrance que peut avoir, que a ce policier qui a été traîné sur 20 mètres. Dans l'exercice de ses fonctions, loin de là, c'est un père de famille sûrement, il veut rentrer chez lui, retrouver ses enfants, et là il a peut-être vu sa vie défiler de ses yeux. C'est pas ça que je remets en cause, pas du tout, ou même qu'on souhaite que la punition, en tout cas la condamnation de ce jeune qui a été, il a été condamné à 35 heures de travaux généraux, c'est pas d'intérêt général, c'est pas assez, etc. Je remets pas ça en cause. Oui, peut-être c'est pas assez, peut-être qu'il faut beaucoup plus, etc. C'est pas ça. C'est juste le contexte de l'émission TPMP. On met ça en face de la cagnotte de Jean Messia. Voilà, c'est ça en fait que je veux démontrer. Donc ensuite, on va un peu brosser le poil de Jean Messia. Alors, Reda Bellage, lorsque vous avez appris l'annonce de la remise en liberté de ce policier, vous avez réagi comment? Pour vous, c'était une victoire? Non, pas une victoire, on a été... Ah non, pardon, là, ils vont continuer à parler de lui en disant que la place du policier qui a tué Naël n'est pas en prison parce que c'est un policier. En bref, il dit ça. Je résume, juste parce que c'est un policier, il ne doit pas être traité plus que les autres, enfin, plus durement que les autres. J'ai envie de dire oui, parce qu'il a un flingue autour de la ceinture et il a un devoir d'exemplarité. C'est quand même lui qui met des amendes, qui attrape les méchants, qui fait des enquêtes, etc., qui met des gens en garde à vue. Donc, il doit être soumis à un devoir d'exemplarité. C'est plutôt ça. Parce que j'ai trouvé ça incroyable que effectivement on mette la famille d'un policier dans une situation pareille. J'ai estimé que l'État, en tout cas l'administration, au nom de laquelle il est intervenu dans la rue, ne le protégeait pas assez, ne protégeait pas assez sa famille. Et je suis comme des millions de Français, j'ai été scandalisé par le traitement de ce policier. Il y a eu combien sur la cagnotte? 1 632 000 euros. Ah ouais, quand même. Pour 87 000 donateurs. Alors, et qui a touché l'argent? Bah, sa femme. Ça y est, c'est bon? Oui. Ah ouais. Donc voilà, là c'est Jean Messia, le grand donateur. Il a fait une initiative incroyable. Mais dans tous les extraits sur le compte TPMP, à aucun moment, ils vont montrer, ils vont dire pourquoi en réalité ils l'ont invité. Ils l'ont invité pour
justement, comme je le disais, mettre en face de la plainte qu'il a à son encontre, mettre le fait que regardez ce qui se passe quand on a un policier qui contrôle un jeune, en général, s'il ne tire pas. C'est ce qui est dit en substance, c'est voilà un policier qui n'a pas voulu tirer, il a été traîné sur 20 mètres, et le policier qui a arrêté justement Nahel et qui lui a tiré dessus, c'est pour éviter ce genre de situation. Et c'est pour ça que Jean Messia, il fait une cagnotte pour lui. Donc Jean Messia, il est gentil, il est ce que tu veux, etc., etc. Mais en réalité, écoutez, la plainte qui est à son encontre. Jean Messia, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des informations confidentielles du traitement des antécédents. C'est faux, c'est pas prouvé, ça a arrêté de diffamer, c'est faux. C'est ce pourquoi vous allez être entendu, on est d'accord. C'est une non mais vous avez fait. Je peux même pas placer ça. Attention à ce que vous dites. N'affirmez pas. Ce qu'on vous reproche d'avoir fait, ce que la famille de Nahel vous reproche d'avoir fait, c'est d'avoir pris des informations, avoir divulgué ces informations confidentielles, Cyril, pour criminaliser Nahel. Et donc les donateurs ont donné en croyant que Nahel était un criminel multirécidiviste. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Ils ont donné pour une raison fallacieuse, c'est ce qu'on lui reproche. Il a porté plainte. Pardon? Il n'y en a aucun qui a porté plainte. Non. Vous voyez de quel côté il est Cyril Hanouna. À aucun moment il coupe la parole, que ce soit Jean Messia, même dans les autres extraits, je ne le vois pas lui couper la parole pendant qu'il est en train de dire pourquoi il faut être dur avec les jeunes, en particulier des quartiers populaires, hein, on ne va pas se mentir. Mais par contre là, il ne revient pas sur le fait que Jean Messia, il a une plainte au cul par rapport au fait qu'il a sali le nom de Nahel pour pouvoir avoir plus de donateurs. Parce que c'est ça l'affaire, hein. En réalité. C'est Jean Messia qui crée une cagnotte pour la donner aux policiers. Et en réalité, pendant des jours et des jours, pendant l'été, il va cracher sur... En tout cas, il va salir la réputation de Nahel en disant qu'il a été multirécidiviste, etc. Alors que c'est faux, il n'a jamais été condamné. Tout ça pour que les donations, les dons faits à sa cagnotte s'accélèrent, pour que les gens se disent « Ah oui, le policier n'a rien à faire en prison, Nahel c'était qu'un délinquant en puissance, etc. etc. » Donc c'est ça qui lui reprochait, c'est d'avoir menti et d'avoir quelque part escroqué tous ces gens. Parce qu'il leur disait « Donnez » pour contrecarrer quelque part un délinquant en puissance face à un policier qui faisait son devoir. Donc c'est là. Et tout ce que veut savoir Cyril Hanouna, c'est est-ce que les gens ils ont porté plainte? Mais c'est pas ça le sujet. C'est est-ce qu'il a menti Jean Messia, oui ou non? Après que les gens portent plainte ou pas, c'est leur problème. Mais en tout cas, la famille de Nahel, ils ont le droit de porter plainte parce qu'on a craché sur son sur Nahel. On a craché sur sa réputation, pardon, j'essayais de réfléchir à ma prochaine phrase. Mais on a craché sur sa réputation alors que pour avoir de l'argent pour le policier. Voilà, donc la famille de Nahel, elle a le droit de porter plainte. On s'en fout de savoir si les donateurs, ils ont porté plainte ou pas. La famille et l'avocate de la famille, donc, a déposé une plainte qui a été jugée recevable et il y a une enquête autour de ça. Mais voilà. Vous avez présenté Nahel sous un jour qui n'est pas sien selon la famille. C'est cousu de fil blanc, pas du tout. J'ai pris les informations qui étaient disponibles à l'instant T. D'ailleurs, je ne suis pas convoqué pour ces motifs-là. Vous êtes convoqué pourquoi alors? Je suis convoqué uniquement sur le chef d'accusation d'escroquerie en bande organisée parce que le reste ne tient pas la route. C'est ça l'escroquerie en bande organisée, je viens de vous la définir. C'est incroyable ça. Mais non. C'est incroyable. Ils viennent de lui expliquer. Alors, j'aime pas Verdez, mais c'est une réalité, là. Ils viennent de lui expliquer que l'escroquerie, elle est dans le fait que l'objet de sa cagnotte, il était fallacieux parce que il disait que c'était pour le policier, oui, mais c'était comme argument, il disait que Nahel avait été condamné plusieurs fois, c'était un multirécidiviste, il lui a craché dessus, alors que c'était faux. Donc oui, c'est une escroquerie en bande organisée. Le boss sur une affaire et maintenant vous vous présentez comme la victime. Si, c'est impossible. Vous dites que j'ai trompé les donateurs. Oui. Est-ce que c'est la justice. D'accord. Il dira. La justice. Est-ce qu'un seul donateur a porté plainte? Je vous parle de la justice, je ne vous parle pas des donateurs. Mais c'est pas ça. Quel est l'intérêt de la famille à agir pour le compte de donateurs? Est-ce que les donateurs ont donné procuration à la famille de Nahel pour porter plainte contre moi pour... Mais peu importe en fait. Peu importe.
que ce soit des donateurs ou pas, peu importe. Et si je le vois autant en panique, bon, j'ai pas la force d'aller voir plus loin, mais s'il est autant en panique, à mon avis, c'est que ça doit être sérieux. Bah, déjà, elle a été acceptée, la plainte, donc il me semble qu'il est mis en examen, un truc dans le genre. Mais s'il est autant virulent, c'est que ça doit être sérieux. Parce qu'il faisait le mariole en été en disant que ça n'avait aucun sens, etc. Là, il fait beaucoup moins le mariole parce que il est appelé à être entendu ce lundi par la police. Voilà. Mais en tout cas, toute cette opération dans TPMP, elle a été faite pour pas seulement traiter cette affaire qui est l'actualité. Hein. Ils auraient pu faire le choix d'inviter Jean Messia un peu plus tard, après qu'ils soient entendus par la police, pour séparer l'affaire du jeune conducteur qui a traîné un policier sur 20 mètres, et là, Jean Messia. Mais non, ils ont décidé de faire un package avec, donc, dans un premier temps, l'affaire du jeune, là. Ensuite, le fait que le policier qui a tué Naël soit sorti de prison. Le fait que Jean Messia ait fait une cagnotte pour ce policier, ce pauvre policier. Et ensuite, on va parler de la plainte, etc. Voilà. Donc voilà pour cette longue vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de tout ça, de ce tour de force cette semaine pour distribuer les bons points, les mauvais points. Toujours, c'est principalement dans le groupe Canal, j'ai remarqué, c'est sur CNews et sur C8 dans TPMP qu'on va retrouver les pires déclarations, les pires prises d'opposition, etc., etc. Dans tous les cas, abonnez-vous, ça fait du bien à la chaîne et ça m'aide. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.